à celles et ceux qui nous écoutent. Bienvenue au Maître Cube, le podcast qui parle de cubes et plus généralement du jeu de cartes Magic, l'Assemblée. Je suis Lucas, votre hôte, et aujourd'hui, je suis accompagné de Timothée, amateur de tours supplémentaires et partisan de « en équipe, ça compte ». Bonjour Timothée, comment ça va ? Bonjour Lucas, bonjour tout le monde. Écoutez, il fait beaucoup trop chaud, mais en dehors de cet aspect météorologique, ça va très bien. C'est assez insupportable et effectivement, en plus, dans mon appartement, c'est pas l'endroit le plus frais de la ville. Je suis trop content de t'avoir avec nous, Tim. La dernière fois que tu avais été au micro au Maître Cube, c'était pour l'épisode pilote qui date déjà, si on monte, c'était en septembre, début septembre de l'année dernière. Ça me fait trop plaisir et aujourd'hui, on va parler d'un truc justement qui te concerne plus directement. J'aimerais bien qu'on parle d'un de tes cubes, Tim. Mais lequel, Jamy ? Évidemment, des cubes, t'en as pas 25. Et il y en a un qui est un petit peu plus classique. D'ailleurs, c'est comme ça souvent que tu l'appelles. L'autre, un petit peu moins. J'aimerais bien qu'on parle de ton Twisted Cube, Timothée. Mais avant qu'on en parle, j'imagine qu'il y a des personnes qui, du coup, savent déjà un petit peu de quoi on va parler. D'autres personnes qui n'ont aucune idée de ce que c'est que ton Twisted Cube. Mais avant qu'on commence à en parler, Timothée, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas forcément, est-ce que tu nous rappellerais rapidement un petit peu ton palmarès ? Parce que tu n'es pas n'importe qui dans la sphère Magic. Eh bien, j'ai joué effectivement pas mal de Pro Tours il y a maintenant plus de 10 ans. Donc, j'ai joué quelques années sur la scène compétitive et j'ai notamment, principale ligne de mon palmarès, un titre de champion du monde par équipe à la World Magic Cup 2013. Et voilà. Et sinon, en dehors de ça, je suis game designer. Ça fait 10 ans que je travaille dans le milieu du jeu. Aujourd'hui, on va pas parler de n'importe laquelle de tes créations. Comme je le disais, on va parler de ton Twisted Cube. Et bien Timothée, avant qu'on parle, on va dire, plus du détail de ce cube, de ce qu'il y a exactement dedans, etc., est-ce que tu nous ferais pas un petit topo de comment est-ce que ce cube il est apparu ? Parce que son histoire, justement, elle est pas banale. C'est pas juste, tu t'es dit, je vais faire un cube dans mon coin. Il y a une histoire autour de Magic Online. Oui, c'est presque un travail de commande, quasiment. Bah, pas tout à fait, mais en fait, Wizards of the Coast avait pas mal de critiques sur les cubes qui étaient proposés sur Magic Online à l'époque, parce que MTGA, ça n'existait pas encore. Et donc, j'ai dit, bon, bah, puisque vous êtes si malin, on va faire un concours, et on vous propose de créer des cubes, de nous les soumettre. Et on ne sait pas encore trop comment, mais voilà, il y a un concours où il faut faire un cube. Donc moi j'étais là, bah ok, le cube j'adore ça. J'ai très envie d'être game designer, je le fais pas encore trop dans mon boulot. Bah je vais répondre à l'appel de Wizard of the Coast et je vais créer Enfin, j'avais déjà un cube, mais je me suis dit en fait pour gagner ce concours, je vais pas juste envoyer mon cube que j'aime bien, mais qui ressemble à n'importe quel autre cube un petit peu, qui est commun qui est assez commun en fait, et il faut que je fasse quelque chose qui se détache. Oui, ton premier cube, on est d'accord que même si c'était pas exactement le même cube, il y avait pas mal de similitudes avec par exemple le cube de Matignon, qui est un cube un petit peu emblématique à l'époque. Oui, bah en fait, il y avait beaucoup moins de cubes. À l'époque, c'était assez fringe, mais il y avait notamment effectivement Matignon et Jérémy Desani qui étaient les deux joueurs qui avaient un cube et qui étaient très actifs. Et moi, j'ai plus joué à celui de Jérémy, mais Matignon, il parlait beaucoup de ses updates de cubes, et donc c'était assez public et suivi au niveau français. Et du coup, bah, en fait, en connaissant les in et les out de Matignon qui parlaient du design de cube et en voyant le cube de Jérémy, j'étais moi je partais en Angleterre, j'avais quand même envie de continuer de cuber, donc j'ai fait un cube pour pouvoir cuber là-bas où il y avait personne qui avait de cube. Je pense pas qu'il y avait qui que ce soit qui avait un cube en Angleterre à cette époque-là. Donc j'ai monté mon premier cube en 2013 et bah c'était assez proche de ce qui se faisait et qui était un peu entre guillemets la seule manière de créer un cube à l'époque, même s'il pouvait commencer à exister peut-être un cube popper quelque part aux États-Unis, mais globalement un cube c'était les meilleures cartes de l'histoire de Magic en singleton. Et après, les pet cards du designer qui a fait le cube, il va mettre les cartes qu'il aime bien, il va pas mettre les cartes qu'il aime pas.
parce que c'est un exercice un peu individuel, mais les cubes se ressemblaient, c'était globalement à 30 cartes près, c'était les mêmes listes pour tout le monde. Sans trop digresser, tu aurais un exemple ou deux de pet cards qu'il y avait dans justement tes premières versions de ton cube classique? Ashiok, je ne sais même plus de son nom, Nightweaver, un truc comme ça. Ça doit pas être exactement ça. Un Ashiok à 3 mana qui avait un +2 impitoyable qui meulait 3 cartes, ce qui est très pénible en limité. Enfin, ça exilait les 3 cartes du dessus de l'adversaire. Et le -X permettait de mettre une carte de créature qui coûte X ou moins. Donc, un Planeswalker à 3, au premier tour, il a 5 de loyauté. Il commence à grignoter la bibliothèque adverse. Et en fait, le temps que ça prenait dans une base bleu-noir, le temps que ça prenait pour réussir à le buter, t'as plus de cartes en 8 balles. Et si jamais t'arrives à choper un bon bloqueur que tu joues gratuitement, c'est vraiment la fin du monde. J'ai dégoûté beaucoup de gens de Magic avec ce Planeswalker qui était dans mon cube et je m'en excuse absolument pas. Voilà. De toute façon, toi, les cartes de méchants, t'as toujours bien aimé ça. Oui. Pour revenir au Twisted Cube, donc effectivement, comme tu le disais, tu participes à ce concours et ta candidature, elle a fait un petit peu des vagues. Parce que au final, derrière, Wizard of the Coast publie en quelque sorte, c'est quoi, c'est 4 ou 3 listes Tu veux que je te raconte l'histoire de ce concours? Ah, vas-y. On parlera après de la composition du cube, mais la manière dont je fais, je build de A à Z un nouveau cube avec un concept qui, pour l'époque en particulier, ça n'existe pas trop en fait, de cubes avec un parti pris très fort. Et il se retrouve dans une liste de 4 cubes. Je crois qu'il y a mon nouveau cube, le cube de Matignon, le cube de Klug Alter, qui était un altérateur extrêmement suivi aux États-Unis, et un cube popper d'un joueur d'Europe de l'Est, si je dis pas de bêtises, mais peut-être que je dis une bêtise, qui était moins connu. Et c'est un concours Twitter pour déterminer lequel de ces 4 cubes sera le cube qui sera sur MTGO. Et pour moi, il y a un vrai enjeu, j'ai très très envie de gagner ce concours. Sauf que Twitter, je connais le nom, quoi. Si je sais ce que c'est, j'ai pas de compte. Je crois que Klug Alter, il doit avoir 10 000 abonnés ou un truc comme ça. Enfin, il est vraiment très suivi aux États-Unis, mais j'ai pas de compte. J'ai créé un compte et j'ai absolument remué ciel et terre et toute la communauté francophone. Et j'ai énormément de potes qui ont également remué ciel et terre pour faire voter toutes leurs promos, toute leur famille, etc. sur le truc, pour que j'ai des votes là-dessus, parce que j'avais plein de potes dans le Magic de cette époque-là. Pendant que Klug, pour gagner, il avait juste à poster une fois toutes les 2 heures un message pour dire oubliez pas de voter pour moi. Et il m'éclatait à plat de couture, mais il l'a pas spécialement fait. Je pense qu'il y avait moins d'enjeux pour lui. Et un truc qui était très important aussi, c'est que Matignon, il a commencé à voir au bout de 3 heures après le post de Wizards, j'avais déjà déployé une énergie folle pour aller faire voter les gens. Et Matignon a fait ok, Timothée a l'air hyper motivé, moi je vais rien faire de tout ça. Franchement, on est 2 Français, je vais pas me battre, votez pour lui, ce sera très bien. Ce qui était très sympa de sa part. Oui. Ça aurait fait gros coup de poignard dans le dos, non, mais finalement. Non, mais ça a vraiment été pu, hein. très ok que lui aussi il a envie de gagner le truc. Il était devant moi au moment où il fait ça. Parce qu'il a, son aura et son importance dans le Magic français, il a été champion du monde en individuel. C'est une sommité, quoi. Et puis son cube était hyper connu en plus. Son cube est très connu, c'est le plus suivi en France. Voilà, c'est logique qu'il y a pas mal de gens qu'on connaissait en commun qui votaient pour son cube. Mais il s'est dit ouais, non, mais en fait, je ferai pas. Ça a l'air de lui faire très très plaisir. Et moi, j'ai juste posté mon cube parce qu'il est bien. Le concours de popularité Twitter, ça m'intéresse pas du tout. Allez-y, votez pour le cube de Tim, ce sera sympa. Et son cube, elle est rigolo, puis voilà, quoi. Et du coup, la communauté francophone, moi, j'ai dormi 4 heures par nuit pendant une semaine pour faire la campagne de ce cube. Pas du tout excessif, mais c'est bien ton style. Voilà, c'est ça. C'était complètement excessif, mais c'est absolument indispensable. J'ai gagné avec 1% d'avance sur Klug. Je pense qu'il y avait 40 voix à la fin. Enfin, c'est d'écart entre les deux votes. Je réalisais pas que ça avait été aussi serré en fait. J'ai 40, il a 39. Et une heure avant le truc, 2-3 heures avant le truc, on est à égalité. Hein. C'est avant la fin de la deadline. Donc c'est extrêmement close. Il est très très suivi par les Américains qui ont Twitter.
Moi, j'ai fait voter que des gens qui ont créé un compte Twitter pour ça, quasiment. Donc oui, ça avait strictement rien à voir. Les réseaux sociaux n'étaient pas du tout développés de la même manière en France et aux États-Unis. C'était une très très grosse semaine pour moi, ce truc-là. Et effectivement, à la fin, je pense que je gagnais à 40 voix d'écart et que j'ai 4000 votes sur ce truc. Grosse semaine et j'ai mis énormément de temps et d'énergie à la fois dans le design du cube et dans la semaine de campagne. Probablement, si j'avais su dès le départ ce que ça allait être, j'aurais jamais fait l'exercice. Nous, on est très content que tu l'aies fait parce que non seulement, bravo, j'ai envie de dire belle performance. Tout le monde ne peut pas se targuer d'avoir eu un de ces cubes sur Magic Online. En plus, il y est resté un petit moment, je crois. 2 semaines. C'est quand même pas rien. C'est pas genre l'espace de 24 heures, amusez-vous avec, quoi. Et du coup, ce cube, il a fait un peu des émules puisque une fois que il est sorti de Magic Online, tu l'as pas démonté. Je confirme que je ne l'ai pas démonté. J'ai continué à le mettre à jour dans l'optique qui retourne un jour éventuellement sur Magic Online. J'avais recontacté Wizard pour leur en reparler, leur dire voilà, là, mon cube il a été sur MTGO 2 semaines. C'était un cube qui n'avait jamais été testé en vrai parce qu'il n'y avait pas eu juste matériellement le temps de le faire. Mais par contre, depuis, il a été joué sur MTGO. J'ai eu beaucoup de feedback. J'ai fait plein de modifs, j'ai testé, j'ai significativement amélioré, j'ai écouté les retours, puis j'ai significativement amélioré parce que c'était pas juste du théorique, mais du pratique pour avoir quelque chose qui marche vraiment. Donc, il est beaucoup mieux qu'avant. Si jamais c'est un truc qui vous intéresse, de voir la liste à jour pour éventuellement le remettre en ligne, j'ai jamais eu de réponse. Et je crois que le contact que j'avais chez Wizards, il avait des soucis perso qui font que de toute façon, il était peut-être plus derrière trop son écran au moment où, mais j'ai jamais eu de réponse là-dessus. Et quand j'ai compris que Wizard n'avait aucune intention un jour de le remettre en ligne, je l'ai passé de 540 en 360 pour que l'expérience soit meilleure et plus adaptée à la contrainte MTGO qu'on avait eu au départ. On en parle pas mal, mais pour l'instant, les personnes qui nous écoutent, elles savent pas forcément concrètement en quoi ce cube consiste. Donc du coup, ma prochaine question, Timothée, déjà ça va être, c'était quoi ton idée de départ, ton concept de départ, et ensuite on va pouvoir parler de concrètement c'est quoi les archétypes de ce cube et à quoi il ressemble vraiment. Ouais, au départ, je pense que je note quelques idées sur un coin de table de qu'est-ce que ça pourrait être. Il y en a une que j'aime un peu plus, j'en discute avec un pote avec qui on a énormément communiqué pendant que j'ai fait ça. Enfin, il y a vraiment un côté, c'était moi le designer, mais je discutais de beaucoup de choix que j'ai fait avec ce gars-là, c'était Fabien Duché. On a énormément causé dessus, voilà, il me suggérait des cartes, il me parlait des difficultés de certains archétypes, etc., de comment je peux réaliser ça, afficher sur des cartes. Et donc parmi les concepts que j'avais, celui qui me plaisait le plus, c'était l'idée d'inverser la color pie. Donc la color pie, c'est le concept que chaque couleur a des points forts et des points faibles, des trucs que la couleur fait bien, des trucs que la couleur fait mal. Typiquement, le bleu est une bonne couleur de contrôle qui a des contres et des piocheurs. Le rouge est une bonne couleur d'agression qui a des petites bêtes rapides avec la célérité et des blasts pour mettre des points dans la gueule. Et donc, voilà, vous avez l'idée de chaque couleur a ses points forts, ses points faibles. C'est assez marqué. C'est la base de comment Magic est designé et de ce qui fait que les jeux sont différents et que les decks d'une manière générale ont une identité à Magic qui est une identité assez forte et pas juste chacun joue plus ou moins la même bouillie. Donc c'est dans l'identité fondamentale de Magic. C'est quelque chose qui est très maîtrisé par les game designers, pas au tout début, même si c'était alpha, il y a une color pie. Et ça a été peaufiné. Et aujourd'hui, c'est très très maîtrisé d'un point de vue game design. Et il y a même des équipes qui sont garantes quasiment spécifiquement de la color pie. Marc Rosator, ça fait partie de certaines émissions. C'est vraiment un truc ultra fondamental dans le Magic moderne. Déjà, c'était le cas avant, mais oui. Et d'ailleurs, il y a même des débats sur est-ce qu'il y a des couleurs qui doivent légèrement évoluer dans ce qu'elles font, etc. C'est un truc ultra important. Et toi, justement, tu l'as complètement retourné. C'est ça. C'est une base fondamentale de Magic. Et en fait, mon constat, c'est tous les cubes, et c'était très vrai à l'époque, tous les cubes se ressemblent. C'est-à-dire qu'en fait, quel que soit, si tu changes les cartes, tu changes pas les stratégies, tu changes pas les decks, tu changes pas les archétypes, à la fin, on joue tous la même chose. Et même quand tu changes le power level, en fait, on continue de jouer les mêmes archétypes. Il y a un côté, les cartes changent et on continue de jouer globalement à peu près la même chose. En fait, il y a une raison à cela, c'est que tous les cubes respectent la color pie et qu'à partir du moment où tu respectes la color pie, il y a d'autres façons de faire.
Aujourd'hui, on ne serait plus capable de faire autrement. Mais c'était il y a 13 ans. À l'époque, tous les cubes respectant la color pie, les decks se ressemblaient même quand tu changeais les cartes. Donc je dis, si on inverse et qu'on essaye de faire en sorte que les couleurs essayent de faire ce qu'elles ne font pas bien, alors on va vraiment avoir des decks différents. Et c'était ça mon postulat de départ. Et c'est globalement assez vrai ensuite dans la réalisation. C'est-à-dire que je savais même pas trop au départ si c'était possible de faire en sorte que ça marche. En fait, si ça marche pas parfaitement et partout et de la même manière pour chaque couleur et pour chaque combinaison bicolore, mais ça marche globalement. Et ça fait effectivement des expériences de jeu qui sont assez différentes de ce qui... En tout cas, à l'époque, c'était très différent de ce qu'on veut voir. Aujourd'hui, Magic ayant aussi pas mal évolué, il y a beaucoup plus de cartes, il y a beaucoup plus de choses différentes qui sont possibles. Il y a des choses qui étaient twisted à l'époque, qui le seraient pas tant que ça dans le Magic actuel. Typiquement, le deck vert noir récursion, en fait, c'est avant la sortie d'Ugak et de cartes de ce type-là. Donc ça existe déjà un peu, mais c'est pas ça qui est dans les cubes parce que c'est pas ça qui est fort à faire noir-vert. Donc à l'époque, c'est un peu original. Aujourd'hui, ça l'est pas du tout. Oui, en fait, parce qu'à l'époque, vert noir c'était The Rock, c'est-à-dire voilà, tu jouais mid-range, tu jouais des removals et des bonnes bêtes. Enfin, Spirit Monger, c'est vraiment l'archétype de ce genre de truc que tu pouvais jouer. Même si la carte iconique de vert noir, c'était Pernicious Deed. Et donc c'est une Vrasse modulable. Donc strictement rien à voir avec la récursion. Et, il existait déjà les cartes Dredge et c'était effectivement en vert noir, ce qui permettait d'avoir cette base-là. Sauf que Dredge, c'était un deck de bloc ou de standard et c'est pas vraiment des cartes qui étaient... Il pouvait y avoir quelques cartes Dredge dans le cube, mais c'était pas un archétype noir-vert récursion. Tu pouvais avoir Survie Recurring. T'avais 3-4 cartes qui pouvaient faire des decks là-dessus, mais t'avais pas tout un archétype qui était basé sur le fait que toutes tes cartes étaient dans ce plan-là. À l'époque, tu crées ces différents archétypes qui essayent à chaque fois d'inverser un petit peu. Alors, à l'échelle de chacune des couleurs, tu essayais évidemment de twister la color pie, c'est-à-dire le rouge n'était pas une couleur agressive, le bleu n'était pas une couleur de contrôle, mais plus spécifiquement, comment le cube était construit, c'était quoi les archétypes qui constituaient le cube à l'époque? Les archétypes de ce cube, j'ai commencé par c'est quoi les archétypes monocolores. Donc je voulais la base et l'évidence, c'était le mono bleu aggro, en reprenant la base du mono bleu qui avait gagné le Pro Tour du Blin 2013. C'était Jérémy Desané qui avait gagné, mais contre Pierre Dagen en finale. Il y a un troisième français dans le top 8. Et il y a 4 ou 5 Français dans le top 50 avec ce deck-là. On avait un exemple très récent de mono bleu aggro, et vraiment, je suis pas sûr que si j'avais pas joué ce deck-là au Pro Tour, j'aurais pensé au Twisted. Donc mono bleu, c'est le premier archétype qui est posé en fait. C'est le plus évident de mon côté. Et par opposition, c'est du coup le mono rouge contrôle qui, dans les faits, existera assez peu, mais il reste possible. Et pour ça, ça consiste essentiellement à... En bleu, il n'y a pas de hard counter. En gros, il y a des contres gratuits et des contres à moins que tu payes un, en gros. Il n'y a pas vraiment de piocheur, ou alors ça passe par les créatures. Donc tu peux vraiment pas faire une shell control base bleue vraiment fonctionnelle. Oui, en fait, t'as pas l'inéluctabilité qui est caractéristique des decks bleus d'habitude. Typiquement, t'as pas counter spell, t'as pas cryptic command, t'as pas... Et même t'as pas de divination ou de gros piocheurs en fait. Donc tu peux pas faire ça comme ça. Tu vas être obligé de passer par des créatures qui tapent, des créatures qui sont petites et efficaces. Les contres éventuellement ils sont attachés à des créatures. C'est des créatures que tu peux sacrifier pour contrer des choses de ce genre là. Après le mono bleu, c'est le deck rouge contrôle. Donc des Vrasse, des Blast, mais qui tuent que les créatures. À ce moment là il y avait un peu de ramp ou essayer de faire un big red, du gros mana. Pas de bêtes agressives. Il y avait des bêtes en rouge, mais faut pas qu'elles cognent trop fort. Et par contre, t'as le droit d'avoir des dragons parce que c'est des kills de contrôle. Donc plutôt des cartes un peu lourdes. Et vraiment, c'est Flamme Slash, c'est le siège rouge qui permet de jouer des cartes supplémentaires à une époque où il n'y a pas 150 cartes qui font ça. Et où du coup c'est une carte très centrale de rouge contrôle. C'est des cartes comme Anger of the God, donc des Vrasse rouges. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quand même suffisamment pour avoir une... Enfin, c'est la couleur des Vrasses, quoi. Voilà. Donc le rouge contrôle, même si finalement il était peu joué, il était existant. Mono-vert aggro. Donc le principe c'est pas d'elfe. Vraiment, il faut pas que le vert rampe.
très très peu de cartes qui seraient jouables dans un deck midrange en fait. C'est vraiment les cartes, même les cartes à 3 ou 4 mana, elles sont juste là pour taper en fait. C'est pas des cartes qui vont piocher, bloquer ce que tu veux. Non, en fait, c'est de la 5-4 pour 3 avec de l'évasion quoi. C'est vraiment pas fin. La carte qui représente le mieux Doux mon et vert, c'est subtil. Overrun quoi. Voilà, c'est ça qu'on C'est veut voir. Overrun, Mais oui. Rancor, des 2 1 pour 1, des bêtes qui grossissent toutes seules, des fights. Et du coup, le vert avait été la couleur qui a le plus de removal parce que il y a plusieurs fights à ce moment-là dans le truc. Un archétype monocolore fight. En blanc et en noir, c'était plus dur d'avoir du vrai monocolore qui fait quelque chose d'intéressant. Et qui soit twisté, hein. On pense Ouais, au qui noir soit notamment. twisté. Le noir, il y a tellement Le de noir cartes un tout peu seul, génériques. j'ai pas pu vraiment le twister. Juste, j'ai pas mis moins de discard. J'ai gardé duress, parce que j'avais pas mis saisie et inquisition de Kozilek pour pas avoir cette force-là classique du noir. Et les removal, c'est plutôt pas des instants, c'est plutôt sur des bêtes, c'est plutôt basé sur le cimetière. C'est pas une couleur qui se débarrasse. Il y en a quand même un peu, mais c'est pas du removal instant classique à pas cher. C'est d'autres choses. Ou c'est des removal noirs qui tuent des enchantements. Enfin, c'est des trucs de ce genre-là, ou en tout cas pas. Typiquement pas Doomblade, quoi. C'est surtout pas Doomblade. Mais impossible de twister le noir en tant que couleur complètement, parce que le noir, c'est une couleur essentiellement de support à Magic. Et des decks mono noir, il y en a eu, hein, mais c'est vraiment pas une couleur qui a été jouée très mono dans l'histoire de Magic. Et ça fait peut-être 20 ans que c'est pas le cas, en fait. Dernier mono Nécropotence, noir, c'est fini, quoi. C'est oui, non, ça mais le truc. le dernier mono noir qui a été joué compétitivement de façon. Si, il y a un mono noir ou noir bleu qui a été en standard un petit peu récemment, mais vraiment ça faisait très longtemps. Et sinon, il y a eu un mono noir très fort à l'époque de Ravnica A2, et ça fait déjà plus de 10 ans. Donc, Il y a Coffers en moderne, mais c'est vraiment pas un deck tier 1 et c'est pas. ouais, voilà, c'est très fringe les decks mono noir. Du coup, en fait, pour la raison pour laquelle c'est très fringe les decks mono noir, en fait, c'est une couleur de support. Donc c'est très compliqué de changer complètement son identité sur une carte qui fait sur une couleur qui fait essentiellement aider les autres couleurs. Donc le noir se contente d'aller dans les bicolorités. Le blanc, il y a un petit thème ange, mais qui est pas encore très présent parce qu'il n'y a pas encore trop les cartes pour. Et c'est plutôt des bases. Il y a beaucoup de decks qui sont avec une forte base blanche, mais qui sont pas vraiment des decks monochromes. Et ensuite, mes archétypes d'origine, j'ai blanc-vert enchantress, qui vraiment reprend les bases classiques de ce que pouvait être Enchantress en Legacy, qui reprend un deck qui existait vraiment déjà, donc, qui était très fonctionnel. Ça a toujours bien marché, blanc-vert Enchantress. J'avais un rouge-noir ramp, qui n'a pas été convaincant du tout et qui a sauté après. Mais j'avais tenté de mettre les cartes rouge et noir qui pouvaient ramper, quelques caillasses là-dessus, pour faire jouer des tons rouge-noir. Bon, ça marchait pas du tout aussi bien que j'aurais voulu parce que les cartes noires qui rampaient sont vraiment trop nulles. Et je crois que c'est toujours le cas 15 ans après. Enfin, à part Mess Noire, il n'y a vraiment pas de carte noire correcte qui fait du mana. Cabal Coffers, Chu Mono Noir, mais c'était pas fait pour. Donc ouais, Rouge Noir Ramp qui a pas marché. J'ai trouvé la bonne manière d'implémenter Rouge Noir 10 ans après avec des cartes qui n'existaient pas à l'époque. Maintenant, il est bien, mais maintenant, c'est Rouge Noir sacrifice d'artefacts. Vraiment à l'époque, c'était à la fois dur à trouver et probablement très très nul parce que des artefacts colorés, il n'y en avait pas. Bref, ça marchait pas. Il y avait soudeur et soudeur. Ouais, il y avait soudeur. Mais bon, bof. Dans les archétypes que j'avais Blanc Noir Life, qui est une grosse base blanche. Il y avait beaucoup plus de cartes blanches que noires. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais il y a un peu plus de cartes noires bien dans l'archétype. Avant, il y avait juste un tout petit peu de support en noir avec les quelques bonnes cartes qui rentraient dedans. Mais c'était un deck, c'est vraiment 80% de blanc. Life, ça marche très bien depuis le début du Twisted Cube. C'est juste, il marche plus maintenant parce qu'il y a plus de redondance. J'avais un blanc-bleu recyclage et discard avec des cartes comme Astral Slide et Drakehaven. J'aurais beaucoup aimé que ça marche bien. Ça marchait pas très bien. En fait, il y avait un peu les outils. Le problème, c'est que les cartes recyclables, c'était des bonnes cartes génériquement. C'était pris par d'autres decks. Le deck avait du mal à avoir sa masse critique parce que c'était pas des cartes chasse gardées. Alors que pour beaucoup d'autres archétypes, c'était des cartes chasse gardées que tu pouvais faire wheeler, etc. Donc tu avais du mal à rassembler tes cartes. Et en plus, si tu arrivais à la rassembler, le power level était un petit peu en dessous. Du reste, pas beaucoup en dessous, mais suffisamment pour qu'à la fin, le deck soit pas terrible et soit pas très loin de marcher sans vraiment réussir à marcher. En plus, un Drakehaven, t'en as qu'un seul. Enfin, c'est aussi le fait que
t'as peu de redondance sur les pièces ultra spécifiques. Les gros payeurs de l'archétype, en fait, il n'y en a pas 25, quoi. C'est ça. Je sais même plus si à l'époque il y avait déjà le deuxième Astral Slide. Peut-être, peut-être pas, mais dans tous les cas, c'était juste pas assez fort dans le. Astral Slide, c'est une carte qui a archi dominé un standard à l'époque de Carnage. Bah, en cube, 10 ans après, bah, c'était nul. Alors que j'ai vraiment essayé très fort de le faire marcher. C'était pas bien. Ça marchait quand même mieux que rouge-noir ramp, si je suis honnête sur le. Blanc-bleu, le problème est toujours pas réglé. 10 ans après, je vais essayer de voir ce que je peux faire cet été, mais ouais, on est 13 ans après et c'est toujours très dur de twister le blanc-bleu. J'ai toujours l'intention d'en faire un deck prison, on s'embrasse, mais rien. Je reviens d'ailleurs sur le blanc avec quand même une bonne base de blanc prison, que tu pouvais jouer en mono blanc prison. Juste, t'avais rarement, pas vraiment de raison de pas chercher une deuxième couleur, mais t'avais une grosse base de blanc prison qui, elle, fonctionne très bien. Juste, t'as pas de raison de pas rajouter une touche de contrôle avec le rouge ou du vert pour les enchantresses. Mais le blanc prison est par contre très efficace. Des cartes comme Prison Fantomale ou Sphere of Safety, c'est des très bonnes cartes de ce Twisted Cube. Dans les archétypes que je n'ai pas encore cités, il y a bleu-noir. Bleu-noir, c'est des effets d'arrivée en jeu et des cartes pour te remonter tes propres cartes, que ce soit des boons ou des auto-boons. Et ça marche très bien. C'est pas l'archétype le plus fort, mais il y a la redondance pour que ton deck il fasse vraiment ce que tu essayes de faire. Et parfois, bah, tu fais des trucs très forts avec ça. Notamment avec Clided Drake, qui y est toujours, qui a une carte qui est un peu oppressante, mais dans un archétype qui est pas très fort par ailleurs, donc il a un outil un peu trop fort dans un deck qui sinon est très fair. Ouais, ça plaît pas trop à Lucas. C'est une carte qui est un peu violente. Et pourtant, c'est un dragon, tu vois, c'est quasiment un dragon. Il devrait être favorable, hein, mais ça gère quand même pas mal de problèmes, hein, ce petit dragon clinquant. Mais non, mais tu le donnes à l'adversaire, tu lui donnes une 3-3 vol, de quoi il se plaint. Il y a vraiment beaucoup moyen de te le renvoyer en main, et bah, c'est très fort. Donc bleu-noir, ça marche bien. J'ai déjà parlé du fait que j'avais un noir-vert récursion. C'est vraiment l'un des archétypes avec les mono-bleus, mono-verts et enchantress qui marche extrêmement bien à l'époque. C'est-à-dire que c'est le bon spot de power level. Il y a la masse critique. Il y a beaucoup de cartes qui depuis sont devenues trop faibles, mais qui à l'époque sont encore très bien. Il y a des cartes comme Moldavine Clock, qui est un enchantement +3/+3 avec Dredge. Bah en fait à l'époque c'est bien, aujourd'hui ce serait trop faible parce que les cartes ont globalement tout un peu monté en power level. Mais à l'époque tu fais un drop 2, tu fais ça, ton drop 2 il est récursif, ton drop 3, enfin ton enchantement tour 3 il est récursif, c'est vraiment un problème. Et ça marchait bien. Rouge-vert token, à l'époque curieusement, c'est pas ouf. C'est-à-dire que j'ai un peu les cartes pour, mais j'ai pas le power level. Il y a la masse critique, mais le power level est un peu faible. Donc ça fonctionne, et si tu assembles un bon deck token, t'as un deck moyen. Parce que juste, bah, c'est pas très fort par rapport à ce que font d'autres archétypes. Mais t'as une vraie identité qui fonctionne. Et pour pouvoir avoir un rouge-vert token, ça veut dire que toutes les cartes qui faisaient des tokens dans les autres couleurs, je les ai pas mises. Parce que sinon, en fait, c'est pas clair. Et donc, il n'y a aucune carte blanche qui fait des tokens, aucune carte noire qui fait des tokens pour pouvoir respecter ça. Aujourd'hui, donc un bon moment après, token n'est toujours pas dans les archétypes dominants parce que c'est très fair. Par contre, il y a eu beaucoup de renforts de bonnes cartes pour token. Et du coup, c'est beaucoup plus solide parce que tu as des vraies très bonnes cartes. Et token, c'est un archétype qui tue assez vite, qui peut tuer à distance. Qui a des vraies forces. Alors qu'à l'époque, c'est juste... bah, c'est sympa ce que ça fait, mais c'est un peu lent. Et quand tu arrives à le faire, bah, ça peut quand même être impressionnant. Quand tu joues un Purphoros et derrière un Armide Fêlée, t'envoies une petite valise dans la tête de ton adversaire quand même. Ça picote. Mais c'était objectivement beaucoup moins fort que Mono Bleu avec Opposition. Overrun, c'était pas mal dans Token quand même. Opposition qui, si vous pouvez la splash dans votre deck token, ça a l'air bien. Opposition un peu sautée depuis, genre c'était un petit peu trop fort. Mono Bleu a été un peu oppressif sur la première sortie du truc où le power level était pas encore bien réglé. Vraiment opposition, sachant que le deck Mono Bleu c'est celui que je maîtrisais le mieux, qui est un des decks avec le plus haut power level, à une époque où il y a aussi Copter qui est dans le cube. Ouais, c'était vraiment très dur à battre. Bleu-vert c'est self-mill. Il y avait déjà une bonne partie des cartes pour que ça marche, et ça a marché de temps en temps.
mais c'était quand même un archétype qui avait pas tout à fait la masse critique. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des très bonnes cartes. C'est les meilleures cartes de bleu vert, c'est les meilleures cartes de bleu vert qu'il y a aujourd'hui. Juste, il n'y a pas tout à fait la masse critique pour que ça fonctionne, et c'était un 540. Donc en fait, il n'y avait pas plus de bonnes cartes bleu vert à mettre dans 540 que dans 360. Donc c'était un deck moyen, faute de redondance. Mais il y avait déjà les bonnes cartes. Juste en le passant 360, c'est devenu un archétype bien plus sérieux. Et avec quelques ajouts un peu plus récents, aujourd'hui c'est un bon deck. Mais à l'époque, c'est un peu un défi de réussir à faire le deck bleu-vert. Et si tu arrives à le faire, tu as plutôt un deck qui est pas mauvais. Parce que le power level, il est là. Mais il est très dur à assembler parce que faut réussir à avoir un peu toutes les cartes, faut que tu sois tout seul dessus. Il n'y a pas de redondance. C'est difficile, mais le deck, il est vraiment original et il est assez cool. En fait, c'est juste un problème d'Aspan pour ceux qui nous écoutent et qui avaient envie d'implémenter dans vos cubes certains archétypes ou certaines synergies, certaines mécaniques où vous manquez un petit peu de masse critique, vous avez théoriquement le bon nombre de cartes, mais vous n'avez pas forcément la garantie que vos joueurs et vos joueuses qui vont tenter de drafter l'archétype, ces cartes-là leur viennent toutes. Effectivement, essayez dans ce cas-là, soit réduire la taille du cube, soit peut-être que cet archétype il est juste pas encore adapté à vos besoins, mais n'oubliez pas que c'est pas parce que vous avez 12 cartes d'une certaine synergie, d'une certaine mécanique dans votre cube que le joueur qui joue ça il va avoir les 12 parce que entre les cartes non distribuées, les gens qui font n'importe quoi ou que sais-je, on n'est jamais à l'abri du fait qu'on se retrouve qu'avec la moitié des cartes quoi. Et clairement, à l'époque, bleu-vert, il a pas 12 cartes qui vont dans son sens. T'es obligé de piocher des trucs à droite à gauche. Mais si t'arrives à les assembler, t'as un vrai deck. Contrairement à d'autres archétypes où si t'arrives à assembler le truc, t'as quand même une pile qui va se faire plier par les bons decks du format. Donc bleu-rouge, aujourd'hui il n'y a plus qu'un archétype, mais à l'époque il y en a plusieurs. J'ai tenté plusieurs trucs, en fait ils sont que des trucs qui peuvent marcher, mais à la fin pour des raisons de clean et de masse critique et de pas prendre trop de slots pour bleu-rouge, j'ai fini par en enlever en fait. J'avais pas besoin d'avoir 15 archétypes différents dans le Twisted. J'en ai déjà à peu près 15, j'ai pas besoin d'en avoir 20, plus ça. À l'époque, il y a Pinger qui est le thème principal. Et j'ai un deuxième thème qui me coûte assez peu de cartes, qui est polymorphisme. Et en fait, polymorphisme, c'est 3-4 cartes qui font l'effet polymorphisme. Concrètement, pour 4 mana, tu tues une de tes bêtes et tu révèles les cartes du sujet bibliothèque jusqu'à ce que tu révèles une nouvelle créature. C'est ça, une créature de cours, quoi. Voilà. N'importe laquelle. De coup, c'est pas très bien, tu vas peut-être avoir une petite créature. Ouais. Oups. Et donc, tu faisais ça et qui me reculait des tokens, et les tokens ils étaient naturellement en rouge. T'avais des cartes comme Mutavault, tout truc comme ça pour avoir des manlands qui t'en faisaient. Donc t'essaies de, par tous les moyens possibles, d'avoir des trucs qui font des bêtes. T'as pas besoin d'avoir beaucoup. Juste t'arrives à faire un token et à résoudre ton polymorphisme. T'as un peu gagné quand même. Et donc pour ceux qui ont suivi la scène compétitive des dernières années, en fait c'est carrément le deck Expressive Iteration, mais du coup avec les moyens du bord quoi, en cube. C'est ça, bien avant que la carte existe. Il y avait quand même Protestaff, polymorphisme. À l'époque, je suis pas sûr qu'il y avait un deuxième polymorphisme, mais peut-être. Et j'avais mis masse polymorphisme aussi. C'était pas tout à fait suffisant pour faire un deck. Donc t'étais obligé de bricoler derrière, juste trouver des removals en rouge, jouer quelques contres en bleu pour arriver au moment où t'arrives à caler ton polymorphisme. Il faut pas prendre de removal en réponse. C'était pas très stable. C'était difficile de voir quand est-ce que je peux partir dessus parce qu'il y a très peu de cartes. C'était quand même globalement fonctionnel et avec un plafond qui est très haut parce que si t'arrives à le faire, je sais plus quels étaient les targets, mais je sais plus si t'avais Emrakul carrément ou enfin t'avais l'Eldrazi vénère, t'avais des Eldrazi qui remélange, hein. Et sur un mass polymorphisme, si t'en mets 3, la partie elle est vraiment vraiment finie quoi. Ça coûte 6 mass polymorphisme et ça le fait pour toutes tes bêtes. Et tu peux aussi cibler, je crois, les bêtes de l'adversaire et faire, si tu veux virer une bête avec ça, tu peux aussi quoi. Et il va remplacer son titan par un elfe, ça marche très bien. C'est arrivé. À ce moment-là, l'ambiance dans la voiture, elle est pas top au retour, tu vois. Donc voilà, il y avait Pinger et il y avait Polymorphisme. Je me demande s'il n'y avait pas à moitié d'autres espèces de... Si, t'avais Jukula Ops à l'époque, avec pas grand-chose pour aller avec. Mais c'était plutôt un archétype bleu-rouge aussi. C'était une façon de finir en ton deck rouge contrôle et qui pouvait coller avec éventuellement une base bleue pour avoir un petit peu d'interaction en bleu en fait. Il y avait déjà Avacyn à l'époque ? Il y avait Avacyn. Ouais, parce que ça marche bien dans ton archétype blanc-rouge de l'époque. Oh mais quelle transition Lucas, je suis hyper impressionné, vraiment c'est du très très grand tennis.
Donc bref, le dernier archétype bleu-rouge qui est sorti depuis, c'est l'archétype Jukula Hopes, mais bon, il y a 3-4 cartes quoi. Blanc-rouge, donc le dernier archétype dont j'ai pas parlé et qui marchait très bien et qui marche toujours très bien, c'est blanc-rouge Réanimator. Alors à l'époque, Réanimator, c'est un deck bleu-noir et il existe également le deck Survie Recurring qui est l'alternative, la combinaison de couleurs secondaires de Réanimator. Ça n'existe pas dans d'autres couleurs. Aujourd'hui, rouge-noir Réanimator, c'est un deck assez courant parce qu'il y a beaucoup de discards d'outlet en rouge. À l'époque, c'est bleu-noir et c'est que bleu-noir. Je suis allé en cherchant l'identité blanc-rouge. Au départ, ça pouvait être contrôle et tu peux jouer blanc-rouge contrôle. Mais j'avais envie qu'il y ait un peu un deck Réanimator. Il y a des spells de réanimation en blanc. Ça date de avant. Ça date d'une color pie qui est ancienne, même si de temps en temps, ils ressortent une carte de réanimation blanche. C'est assez rare. Ils font ça, ils en sortent une tous les 4-5 ans, mais voilà, il en existe quelques-unes. Je t'allais chercher tous les Zombify blancs avec 4 mana là. Et pas mal de discards outlet en rouge. Et si tu cherches à les avoir, tu peux avoir des discards outlet. Il y en a beaucoup plus des biens aujourd'hui. Hein. À l'époque, tu pouvais du coup en avoir des médiocres, mais tu pouvais quand même avoir des discards outlet rouges. Donc il y avait vraiment blanc, rouge, réanimator et quelques targets à aller chercher un peu partout. Ça allait avec le fait qu'il y avait du blanc très contrôle sans vrasse, qui du coup avec des kills avec des anges. Donc Avacyn, il y avait Yona à l'époque, c'était vraiment pas une carte. Le bon goût, le Magic interactif qu'on aime. Hein. Dans un format où il y a très peu de removal et plein de decks monocolores, enfin c'était pas très bonne ambiance Yona, mais Avacyn c'était pas drôle non plus. Hein. 8-8 vigilance indestructible, c'est... Non, oui, mais au moins ça permet de bien et proprement finir les games avec Jokula Hoops. Tu vois, ça a quand même un avantage Avacyn. C'est vrai. Puis Avacyn, elle est toujours là. Hein. C'est pas bouger, elle est toujours fidèle au poste. C'est toujours une très très bonne target. Il y a Zetalpa qui a à peu près la même carte qui est là aussi. C'est juste que Zetalpa c'est aussi un dinosaure, donc ça fera encore plus plaisir à Lucas. En fait, les sorts de réanimation sont faibles. Les targets, par contre, j'ai Archon of Cruelty aujourd'hui dans les targets, parce que tu peux vraiment pas le jouer pour moins de 4 mana. C'est une carte très forte, mais ça va coûter 4. Tu peux pas le cheater avant, et c'est dans une couleur. Tu vas pas avoir accès à de la discard et des contres pour. Si ton adversaire a un removal, il va le tuer. Quoi. Tu pourras rien y faire. Tu pourras peut-être le réanimer, mais il n'y a pas tant de spells de réanimation. Donc blanc-rouge, c'est un peu lent. Mais par contre, ça met des vraies très très grosses menaces, quoi, qui sont des menaces comparables aux menaces qu'on pouvait avoir dans les cubes plus classiques ou les vintage cubes de l'époque. Tu en as déjà un petit peu parlé, parce qu'effectivement tu as commencé à évoquer certaines évolutions, certains changements que tu as pu faire. Le cube, il n'est pas resté immuable. Justement, le plus gros changement que tu as effectué sur ce cube, c'est le moment où tu as décidé de le passer à 360. En fait, tu as réduit la taille du cube de 33%. Est-ce que tu nous parles rapidement de ce qui t'a motivé justement à faire ça, pourquoi tu l'as fait et comment tu l'as fait du coup? Qu'est-ce que tu as dû cut et c'est quoi les compromis que tu as dû faire? Tout à fait. En fait, je pense que les deux plus gros changements, c'est... j'ai eu des retours comme quoi, en fait, compte tenu du power level du cube, fallait enlever les cartes qui étaient très fortes à l'époque, qui étaient... Il y avait un top 5 Copter, Recurring, Nightmare, Opposition, Pince-Crâne qui était quand même dans le cube, qui était vraiment trop forte par rapport au reste du cube et qui cassait le côté on va jouer un archétype, mais du coup en fait tu peux jouer juste une très bonne carte qui est oppressante. Donc c'est un retour qu'on m'avait fait à raison. Il y a certaines cartes que j'ai mis du temps à enlever parce que en fait elles faisaient très 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 bien ce que je voulais faire en termes d'archétype. Enfin, vraiment enlever Opposition d'un cube où l'originalité c'est que tu fais bleu aggro. Ça fait très mal, mais le bleu était tellement fort à l'époque. Il est beaucoup moins fort aujourd'hui, ça reste correct, mais mono bleu est plus du tout dominant. À l'époque, c'était dominant, et mono bleu avec opposition, c'était absolument impitoyable. Donc, premier changement, virer les cartes trop fortes. Et d'ailleurs, j'ai refait une passe assez récemment où des cartes qui étaient moins fortes que ça, mais des cartes qui étaient généralement fortes, je les ai quasiment toutes virées en fait. Aujourd'hui, il n'y a plus de cartes vraiment oppressantes par elle-même. Non, il n'y a pas de carte good stuff, c'est-à-dire que c'est effectivement, tu as quand même une quantité, j'ai l'impression, importante de cartes qu'on peut qualifier de parasitiques, c'est-à-dire des cartes qui ne rentrent que dans un seul plan de jeu, un seul archétype, et donc elles vont intéresser a priori peut-être qu'une seule personne à la table. Énormément. Voilà. Mais par contre, le truc, c'est que ça, c'est le prix à payer en partie, pas que, mais c'est en tout cas une partie du prix à payer pour avoir un cube qui est extrêmement synergique, et pour le coup, là, on sait que ton deck,
il a un plan de jeu hyper cohérent où ce que fait le deck, c'est clairement plus que la somme des différentes cartes qu'il compose, quoi. C'est ça. Et pour que ça marche, faut qu'une bonne carte toute seule se fasse déboîter par deux cartes qui vont bien ensemble. Ce qui est très difficile à atteindre quand tu as des cartes comme Bombardement des Gobelins ou Sheldred, quoi. Ça va pas marcher. Les deux bonnes cartes, elles vont faire 50% du taf que fait. Tu as juste très bonnes cartes indépendantes. Et donc, Bombardement des Gobelins, c'est une carte qui rentrait pas mal dans ce que j'avais essayé de faire. Enfin, il y a un archétype token. Rouge-Noir, ça a été sacrifice pendant longtemps. Et puis, en fait, juste, je dirais Bombardement des Gobelins, qui est une bonne carte. Pour pas qu'il y ait de bonnes cartes. La seule carte qui est une bonne carte dans d'autres cubes et qui est vraiment présente et qui est une bonne carte. Enfin, il y a Guide of Soul qui est une bonne carte aussi en Vintage Cube. Sauf que Guide of Soul, c'est pas fait pour jouer Boros et pour être une très bonne carte agressive. En fait, elle est principalement là parce que ça fait gagner un point de vie et ça trigger tes cartes de life. Donc, effectivement, c'est quand même une bonne carte Guide of Soul, mais tu la joues pas pour jouer blanc aggro en fait, sinon c'est nul. En fait, quand ce que t'as derrière, c'est pas Ajani, c'est juste les frères de bande d'Ajani, bah, c'est un peu moins oppressif, quoi, Gate of Souls. C'est ça. Life, c'est un deck qui crée un board puissant. C'est pas du tout un deck qui tue vite. Il va te tuer vite si tu fais rien. Mais il va te tuer. Si tu fais rien du tout, il te tue tour 5. C'est pas. Par contre, il va avoir tendance à te mettre des autobus et à ta 30 points de vie. Donc, il va falloir à un moment que tu t'emploies. Parce que les bêtes qui grossissent une ou deux fois par tour, il va t'en sortir à l'appel, quoi. C'est un des decks qui fait les boards avec les plus grosses bêtes. Mais c'est pas rapide, quoi. Il n'y a pas de bet haste. Il y a peu de bêtes avec de l'évasion. Ça fait des bus. Le fait de pouvoir passer à 360, ça t'a permis de resserrer vachement le cube. En fin de compte, est-ce qu'il y a des archétypes que tu as dû vraiment modifier en profondeur, ou est-ce que juste retirer du gras, retirer justement ces cartes good stuff et potentiellement peut-être les cartes un petit peu les moins fortes, est-ce que ça t'a, entre guillemets, là, cette mise à jour elle s'est contentée de ça, ou est-ce que tu as dû faire justement d'autres, soit compromis, soit au contraire opportunités dans cette mise à jour? En fait, juste enlever des cartes, ça n'a eu que des effets positifs. C'est-à-dire que, et assez fort. C'est pas hyper intuitif, mais dans une certaine mesure, c'est pas une vérité absolue, mais plus t'enlèves deux cartes d'un cube, et plus il y a d'archétypes jouables possibles. Parce que plus une carte qui fait un deck, mais avec peu de cartes autour, devient jouable. Donc typiquement, je suis passé de 540 à 360, et tout à coup, le deck bleu-vert, qui était un deck qui était très très dur à assembler, bah du coup c'était un vrai deck. Avec aucune carte en plus, juste parce que tu avais plus de chances de voir plus de cartes, quoi. Voilà, j'ai juste viré. En fait, dans toutes les cartes que j'ai virées, il n'y en a aucune de cet archétype-là. Parce qu'il n'y avait pas de gras dans cet archétype. Alors que virer la quatrième carte qui fait 2 tokens pour 2 mana rouge, ça change rien en fait. Et donc ça a fait que les archétypes étaient mieux équilibrés, que tu voyais mieux les cartes, plus souvent les cartes clés de tes archétypes. Donc juste les archétypes marchaient tous mieux. Et les archétypes qui marchaient bien avec une masse critique et beaucoup de redondance, bah, ils marchaient pareil qu'avant. Et les archétypes qui marchaient pas très bien parce qu'il y a moins de redondance, mais ils marchaient beaucoup mieux. Donc en fait, juste, c'était un gain net et un gain fort. Il y a des archétypes qui marchaient pas bien avant. Enfin, Life, ça marchait beaucoup mieux parce qu'il n'y avait pas beaucoup de reward à Life. Bah, tout à coup, à 360, pas beaucoup de reward, ça suffit. Parce que 3-4 rewards, en fait, t'es sûr d'en voir 3, donc tu vas y arriver, quoi. Dont le cheval. Le cheval, c'est génial. Alors, on l'appelle le cheval de crème solaire, parce que c'est quasiment son nom, en fait. C'est Crested Sunmare en voilà. anglais. Donc, le cheval de crème solaire. Et alors, pour le coup, qui faisait vraiment partie des cartes Powerplay, parce que tu joues ça avec n'importe quel Soul Sister. Donc, les cartes qui, quand tu joues une carte, te font gagner un point de vie. Tu joues le cheval, donc tu gagnes un point de vie. Le cheval, il dit qu'à la fin du tour, si tu as gagné des points de vie, tu mets une 5-5. Et que tes autres chevaux sont destructibles. Et figure-toi que la 5-5, c'est un cheval. Donc tu piffes ton cheval, tu gagnes un point de vie et tu refais une 5-5. Tu as mis 10 points sur le board pour 5 mana. Donc déjà, l'adversaire, il a le droit d'être un peu triste. Mais le tour d'après, tu joues une 1-1, tu remets une 5-5. Quoi. C'est hyper puissant, le cheval. Et ça marche juste dans ton plan. T'as rien à faire pour que ça marche. Une fois que t'as des Soul Sisters, ça fonctionne. Mais donc globalement, ça marchait mieux. Et après, les changements que j'ai fait après, c'est des changements plus mineurs. C'est-à-dire que c'est des améliorations à la marge d'archétypes au fur et à mesure que des cartes sortaient. C'est ce qui a permis de rendre Token beaucoup plus viable. J'ai dû nerfer le deck Enchantress parce que
Enchantress a continué de gagner des cartes alors que c'était déjà fort, et qu'à un moment, si t'as trop d'Enchantress dans ton cube, juste Enchantress, c'est excessivement régulier. Et tu tues les 2 premières Enchantress, il dit c'est pas grave, j'en ai une 3e. Alors, en fait, c'est ingérable. Donc, à un moment, j'ai viré la gold blanc-vert qui, quand elle connecte. Sisyphus. Ouais, Sisyphus, quand il connecte, il populate un enchantement. Ah non, oui, lui, non, Calix. Sisyphus, il est, mais ouais. Cette Calix, carte-là, je serais plus force endurance égale à ton nombre d'enchantements ou de créatures. Enfin. Vroom vroom. Ouais, dans la carte, elle est complètement. En fait, c'est une carte qui rentre dans ton plan et c'est une carte à 3 mana qui snowball en étant déjà de base très forte et qui rentre dans ton plan. Et en plus, si tu touches ton adversaire avec ton autobus qui te fait piocher, il te fait piocher encore plus. Non, mais c'est. En fait, ça fait une carte qui avait un power level qui était complètement indécent par rapport à ce que tu peux attendre d'une carte à 3 mana dans ce cube. Donc, ça fait partie de ces cartes qu'on sautait. Juste parce que c'est trop fort par rapport à ce que le format fait. Alors que c'est une carte qui a jamais été forte en construit. Hein. Tu disais que à la suite, justement, donc pas lors du changement 360, mais plus récemment, tu as changé un archétype, notamment l'archétype donc Rakdos. Tu l'as changé pour un archétype qui essayait justement d'être un peu plus twisté. Du coup, moi, j'avais 2 petites questions. La première, c'était, du coup, concrètement, parce que tu nous parlais très rapidement de ce nouvel archétype, mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est des remarques que tu as pu avoir qui est aujourd'hui, en 2026, ce cube qui, quand tu l'as créé, quand il est sorti, il était assez fortement twisté sur, allez, peut-être pas sur Rakdos que tu as un peu de mal à twister, mais sur quasiment toutes les couleurs, il était fortement twisté. Le Rakdos, il était twisté, hein, juste ça marchait pas. Mais, vraiment, le twist, il était là. Hein. Tu jouais rampe rouge-noir, ça n'existait pas. Hein. Juste, ça marchait pas bien. Il y avait les cartes pour le faire, et si tu les assemblais, t'avais un deck nul. Mais il était twisté. Il y a des couleurs qui étaient juste pas twistées. En tout cas, ma question est donc la suivante. Aujourd'hui, tu as des archétypes qui sont peut-être plus très twistés parce que les color pies ont un peu évolué, des nouvelles cartes sont sorties. Et est-ce que justement il y a d'autres archétypes que tu envisages de changer en profondeur et pourquoi ? Je me mets pas aujourd'hui l'objectif que... En fait, il y a quand même un objectif d'expérience de jeu. J'ai envie d'avoir une expérience de jeu qui soit originale, qui soit agréable, qui soit équilibrée. Je suis obligé de faire des compromis. Et en fait, il y a eu tellement de cartes Magic qui sont sorties depuis que si je veux faire des archétypes originaux et à peu près fonctionnels, c'est possible. Est-ce que ça rendra l'expérience plus intéressante ? C'est pas évident. Et j'ai besoin de trucs qui croisent un petit peu quand même. Donc le vert-noir récursion, il fait que j'ai des cartes vertes qui croisent avec le bleu-vert self-mill. Et si j'essaie de changer le vert-noir, probablement je me retrouve avec pas assez de cartes qui croisent. Il y a vraiment un peu ce truc-là qui fait que j'ai quand même j'ai peu de cartes qui croisent parce que c'est des archétypes qui sont hyper marqués. Mais j'ai quand même besoin que ce soit un peu le cas pour que le draft soit intéressant. Donc je peux pas faire des archétypes avec vraiment que des cartes qui sont injouables ailleurs. Ce qui limite, ou alors ces archétypes-là, c'est des archétypes qui sont assumés comme étant ayant moins de cartes. Et où tu vas jouer 10-12 cartes qui sont de cet archétype, genre typiquement Pinger, tu vas pas avoir 23 Pinger dans ton deck ou 24 cartes Synergie Pinger. Tu vas avoir 12-13 cartes si tu es tout seul dessus qui sont vraiment pour le deck Pinger. Et des bonnes cartes rouges, des bonnes cartes bleues. Et des archétypes qui demanderaient d'avoir 23 cartes qui rentrent dans l'archétype, mais avec rien qui croise, c'est des problèmes de build. Et en fait, l'objectif, c'est pas juste de répondre à une consigne, c'est de faire une expérience qui soit agréable. Donc, y a un moment où j'accepte que certains trucs seront moins twistés, et si je trouve un truc qui me semble fonctionner et qui peut s'intégrer dans ce qui existe déjà, ou qui me demande des ajustements qui sont faisables, je le fais. Typiquement pour rouge-noir, pour en revenir à la question que tu m'as posée. Donc après rouge-noir ramp, je suis repassé sur rouge-noir sacrifice parce que ça me coûtait très peu de slots pour le faire parce que j'avais déjà les tokens en rouge. C'était des cartes qui étaient, pour pas mal d'entre elles, des cartes qui pouvaient aller un peu ailleurs. Et c'était juste, il y a quelques slots gold pour avoir mon rouge-noir sacrifice qui fonctionne. Et du coup, c'était exactement le même que les archétypes rouge-noir sacrifice qu'on avait d'habitude. Ça me frustrait. Et à un moment, il a commencé à avoir, je sais plus sur quelle sortie d'édition, je vois plusieurs cartes de synergie d'artefacts rouge-noir. Je crois que c'est Neon Dynasty. Exact, c'est Kamigawa Neon Dynasty. Avec, par exemple, il y a l'enclume Oni sur le truc qui paye pas de mine, mais en fait, c'était un archétype de draft. En gros, il y a des bonnes communes rouge-noir artefacts qui sortent, qui sont des artefacts colorés. Et je fais, je peux changer quelques cartes pour avoir quelques artefacts en plus. Est-ce qu'il n'y a pas maintenant la place ? J'ai essayé, et oui ça marche sans problème, il y avait la masse critique, il y avait sans doute peut-être même déjà avant,
mais avec Neon Dynasty, c'est sûr qu'il y avait. Et en fait, je pense que les cartes qui composent cet archétype sont majoritairement des cartes qui n'étaient pas sorties à l'époque. Oui, par exemple, on a eu l'ingénieur gobelin qui est sorti et qui est en fait complètement une pierre angulaire de ce genre de deck parce que ça va Tout à fait. à la fois te permettre d'avoir de la récursion, mais aussi ça va te permettre d'avoir un tuteur. En fait, ça, c'est le genre de carte. Le deck avec et le deck sans, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est... Ouais, puis en fait, il y a 2 enchantements rouges qui sont très clés, qui sont Makeshift Munitions, ça n'existait pas. Weapon Manufacturing, c'est une carte très récente. C'est 2 cartes qui sont extrêmement fortes dans le deck. Et même s'il y avait aussi il y a des cartes comme Executioner Capsule, c'est une carte qui était plus ancienne, mais juste il n'y avait pas forcément la masse critique. Et sur le moment, j'y ai pas pensé, mais je pense que juste les deux, hein, j'y ai pas pensé parce qu'il n'y avait pas la masse critique. Aujourd'hui, il y a largement la masse critique pour que ça marche et c'est un archétype qui est assez fort. Je suis encore en train de régler, j'ai pas encore assez joué pour savoir combien de cartes je dois avoir. Là, je pense qu'il est très chargé. Et en enlevant quelques cartes, ça va continuer de marcher. Mais c'est un archétype où j'ai pu enlever Bombardement des Gobelins. Et au fur et à mesure, j'enlève les cartes qui sacrifient des créatures. Il faut regarder que les cartes qui sacrifient soit des artefacts uniquement, soit des artefacts et des créatures. Et ça fonctionne bien. C'est vraiment, globalement, c'est des artefacts que tu sacrifies et très peu des créatures. Tu peux avoir un Bloodghast qui traîne, mais c'est même pas une très bonne carte dans rouge-noir, artefact, sacrifice, parce que c'est lui-même pas un artefact, que ça n'a pas marché avec certaines cartes. C'est ok, mais t'as plus Bombardement des Gobelins, t'en fais pas tant de trucs que ça en fait. Ça va être difficile d'en faire grand chose de plus que j'ai joué un land, et le land que je jouais, je peux payer un mana avec mon Makeshift Munition si je l'ai pioché pour mettre 1. Ce qui est pas suffisant en termes de power level que ça dégage, donc c'est une carte qui est jouable dedans, mais c'est pas une carte que tu cherches. On parlait d'expérience, et justement tu cherchais une certaine expérience. Moi, je voulais venir sur un des points de cette expérience, c'est qu'aujourd'hui, une des choses qui caractérise le Twisted Cube, c'est qu'il y a des match-ups vachement plus polarisés, alors pas tous, hein, mais vachement plus polarisés que ce qu'on trouve en général en moyenne dans des cubes plus classiques. Et donc, je voulais savoir justement comment est-ce que tu avais essayé de pondérer cette expérience-là au global, en sachant que du coup, en fonction de contre qui tu tombes, c'est pas nécessairement que des match-ups 50-50. Tout à fait. Et alors, déjà, j'ai expliqué pourquoi, qu'est-ce qui génère cette polarisation qui est inhabituelle en cube, où il y a évidemment des histoires de match-up, mais qui sont moins forts en général que dans le Twisted Cube. En fait, il y a, je pense, principalement 2 raisons. Et il y en a une, c'est le power level de ton deck vient des synergies. Donc, tu as moins de cartes qui cherchent à interagir avec l'adversaire et plus de cartes qui cherchent à jouer dans ton coin et résoudre ton puzzle. Et en fait, à partir du moment où les joueurs font chacun leur puzzle et assemblent des pièces pour avoir un deck qui marche, tu vas augmenter cet effet de match-up parce que ce que tu vas réussir à faire sera plus ou moins efficace contre la stratégie de l'adversaire. Et donc, tu as moins d'interactions et des puzzles qui peuvent être des trucs très forts ou pas très forts en fonction de ce que fait ton adversaire. Typiquement, tu joues Overrun, en face, ça joue Sphere of Safety. Ton Overrun, elle est nulle. Alors que si en face, ça joue bleu-noir, Bounce anti-bet, si tu as quand même réussi à faire des bêtes, ton Overrun, elle va être assez létale parce qu'il peut pas vraiment faire quelque chose contre ça. Et inversement, tu joues tes prisons fantomales contre un deck qui va essayer de te softlock ou te hardlock en rejoignant un rabrillant 40 fois. Il s'en fout, en fait, il tuera quand il aura envie. C'est pas grave, il tue pas vite. Donc ouais, il y a cette histoire de polarisation qui est très forte. C'est la principale raison. La deuxième, c'est que ça vient par essence, à partir du moment où c'est twisté, les interactions qu'il y a sont pas les meilleures by design. Donc en fait, tu te retrouves à avoir des interactions qui sont globalement plus faibles que d'habitude, avec des decks qui vont, même si les cartes sont moins fortes que d'habitude, les synergies sont plus fortes. Des decks vont développer des powerplays qui sont vraiment très intensifs et les interactions sont faibles. Donc en fait, les gens vont faire des trucs forts contre lesquels il y aura peu de réponses. Et les interactions, ça lisse énormément les match-ups. Parce que la question de savoir combien de disrupts je vais piocher, quelles interactions, est-ce que c'est les bonnes, etc., vont prendre une importance parfois plus forte que est-ce que la stratégie que j'ai contre celle de mon adversaire, est-ce que j'ai la stratégie qui est bonne contre la sienne. Ça va faire des écarts qui sont finalement plus faibles que est-ce que j'ai pioché la bonne suite d'interactions par rapport à ce que mon adversaire a pioché. Ce double effet combiné fait que vraiment by design, il y a des écarts de match-up qui sont assez forts. J'essaye un peu de le limiter en mettant quand même suffisamment d'interactions. Les cartes interactives sont pas des très bonnes cartes parce que c'est des cartes qu'on a power level qui est assez faible. C'est globalement des cartes moins fortes, moins impactantes
Mais c'est important d'en avoir parce qu'il n'y en a pas beaucoup et que en fait parfois la bonne interaction bien placée, ça fait la différence quand tu as mis un grain de sable dans le puzzle de l'adversaire. Mais il y a peu de cartes interactives qui vont être interactives de manière efficace contre tous les archétypes. C'est pas les mêmes solutions que tu cherches. Parfois c'est un disenchant, parfois c'est un anti-bet, parfois c'est un contre, parfois il y a une carte contre laquelle tu dois intervenir, parfois tu dois casser un système un peu récursif. Et donc il te faut éventuellement un truc qui va ralentir plus qu'un truc qui va casser une carte. Il faut essayer d'avoir plusieurs interactions et les piquer parfois un peu haut. Ce qui est difficile à faire quand c'est des cartes où à l'évidence ça rend pas ton deck beaucoup plus fort par rapport à une carte qui va dans le même sens que ton deck où tu as l'impression de jouer une carte plus forte. Et est-ce que tu as un petit mot à déclarer pour toutes ces 3 invols qui regardent les pingers les visées d'en bas? Ça douille. Hein. Là, ouais, alors, clairement, Pinger et Prison sont les 2 archétypes qui ont le côté match-up dépendant le plus impactant parce que il y a un archétype token et un archétype basé sur des 2 invols et 3 invols contre un archétype avec des pingers. Et les pingers, c'est assez impitoyable contre des créatures qui sont des petites créatures. C'est même aussi relativement fort contre les Soul Sisters. Mais Life peut vachement plus s'en sortir avec les quelques cartes, avec des cartes lifelink ou des cartes qui ont un peu plus de cul. Et en fait, ton Ageni Primate avec 2 marqueurs plus 1, c'est une 4-4 qui est horrible à gérer pour Pinger. Parce que soit t'as un Flame Slash, soit t'es dans la merde. C'est des decks qui ont des faiblesses aussi, mais concrètement ça va être fort. Et donc pour les decks mono bleu ou token, l'adaptation ça va être d'avoir des cartes qui peuvent gérer les pingers. Il y a 2 cartes rouges qui permettent de sacrifier une créature pour mettre des pions. Dans les decks tokens, c'est moins fort que dans le deck sacrifice, mais vraiment c'est pas une mauvaise idée de les avoir quand même, parce que c'est des cartes qui sont très fortes contre ce match-up qui est difficile. Et en bleu, en fait t'as tous les contres gratuits qui sont quand même beaucoup là pour ça. Si t'as qu'un seul pinger et que t'arrives à faire une 2-2 parce que t'as mis +1/+1 et quand tu touches tu pioches une carte, tu peux vraiment quand même poser des problèmes à ce deck là. T'as des cartes qui ont un peu plus de cul et qui font une card advantage, donc t'as quand même des options, même si évidemment le match-up il reste négatif quoi. Et il faut prévoir quand tu joues des decks qui cherchent à attaquer au sol et tout, il faut prévoir des disenchantes pour les prisons fantomales et par le fait que y a des bons enchantements. Broutodon, c'est une très bonne carte. C'est pas négligé, c'est une carte verte qui est très forte parce que de faire 10 enchantes, c'est très important pour les decks verts. On a fait un petit peu le tour de ton Twisted. Moi, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu as des projets pour ce cube dans le futur, plus ou moins proche? Est-ce que tu comptes le modifier? Est-ce que pour toi, l'état dans lequel il est te plaît et que tu aimerais juste faire des petites mises à jour au fur et à mesure des sorties de cartes? C'est quoi justement ton état d'esprit par rapport à ça? Je trouve qu'en l'état il fonctionne bien par rapport à mes attentes dessus et j'ai pas d'attentes irréalistes. Enfin, en gros il y a des problèmes qui sont intrinsèques à en fait les forces et la grosse originalité c'est qu'on draft des archétypes qui sont très marqués qu'on ne draft pas d'habitude et il y a un côté plaisant à faire ça et ça va avec des archétypes avec des match-ups qui sont très polarisés. Je vais pas changer ça en fait parce que ça viendrait casser quelque chose que je trouve important dans l'expérience que ce cube propose. Par contre, il y a la mise à jour continue et de temps en temps, il y a un archétype qui peut changer avec les nouvelles cartes qui arrivent ou parce que j'ai de nouvelles idées ou que il y a un archétype en particulier que je voudrais changer, c'est je suis pas satisfait de mon blanc-bleu prison parce que en fait, il est surtout blanc et le bleu est un peu trop anecdotique. Peut-être il y a autre chose à faire, peut-être pas. Je vais pas faire le 40e deck Blink en blanc-bleu, alors que oui, il y a le matos, mais en fait non, ça n'a aucun intérêt de le twister avec l'archétype le plus présent après blanc-bleu contrôle. Donc j'aimerais bien réussir à faire ce blanc-bleu prison, sinon peut-être c'est un blanc-bleu discard. Enfin, il y a quelque chose éventuellement à chercher avec la toute nouvelle carte Marvel qui pond des 3-3, si t'as défaussé une carte à la fin du tour. Enfin, il y a peut-être quelque chose à y remettre ce Drakehaven qui est sorti. Donc il y a peut-être quelque chose à faire sur ce blanc-bleu, c'est le chantier où j'aimerais bien le faire. Peut-être que je vais pas réussir à le faire et que dans 2 ans, comme il y aura 4000 nouvelles cartes qui seront sorties, j'aurai quelque chose. Hein. C'est, à la vitesse où les sorties se font, il y a un moment je vais trouver un truc. Hein. Mais donc pour l'instant, j'ai le blanc-bleu qui est très insatisfaisant. Et comme le rouge-noir qui a été insatisfaisant pendant 10 ans, j'espère trouver la clé à un moment. Peut-être que le vert-noir finira par changer parce que c'est devenu assez courant. Mais pour l'instant, c'est courant, mais ça marche très bien par rapport au reste du cube. Et l'expérience de vert noir est bien. Ça me dérange pas s'il y a certains archétypes qui sont moins twistés. Je verrai si j'ai un
Ouais, est-ce que vraiment vert noir Delirium, ça va être très différent de vert noir Incursion, je suis pas sûr du tout. Donc, ou vert noir Token, est-ce que c'est original en fait aujourd'hui, ou Wizard sort 50 cartes avec le marqueur plus, avec s'il y a des marqueurs plus 1 plus 1, il se passe quelque chose. Est-ce que ça va amener quelque chose de différent? Je suis pas sûr. Quand t'as des dizaines de commandeurs qui font ça, et à voir si à un moment j'ai l'impression que je peux faire un truc marrant mais quand même efficace avec vert noir, sinon ça reste comme ça. Et le principal chantier, c'est réussir à faire enfin tourner ce blanc-bleu où en 13 ans, j'ai jamais réussi à avoir un truc qui me satisfasse. Ce cube, il a été au final assez pionnier dans l'histoire du cube au global. Alors certes Cube France, mais en vrai, je pense qu'on peut vraiment dire cube monde. Je pense que c'est un des plus beaux achievements dans ta carrière de cube designer. C'est le fait de... Tu as vraiment créé un espèce de précédent. Évidemment, ce cube Twisted, il a fait des émules. Tu le sais sans doute, mais sur Cube Cobra, il y a de nombreux cubes qui s'intitulent Twisted ou avec genre Swap Color Pie. Évidemment, il y a plein de manières de les appeler. On a même un membre de notre playgroup, David, qui a créé sa propre version, sa propre interprétation de ce que serait un cube Twisted Color Pie. Qu'est-ce que ça te fait de voir que cette pierre dans le lac, elle a fait des petits ricochets, elle a fait des petites vaguelettes? Ça fait plaisir. Bah, c'est cool en fait d'avoir participé à cette histoire-là du développement du cube. Et puis bah, c'était première fois qu'un cube externe était mis par Wizards en ligne. Je crois qu'ils en ont refait depuis, mais sans passer par un concours, juste avec d'autres cubes de ce bloc-là de 4. Je crois qu'il y en a d'autres qui ont été mis en ligne. Je sais pas si c'est le cas de tous, mais c'est le cas d'au moins un de ces cubes-là. Et après, il y a aussi le cube, il était en train de se développer, sinon Wizards n'aurait pas fait ça. C'était aussi un peu le sens de l'histoire qu'il y ait des cubes originaux qui se développent. De même que à l'époque où j'ai fait ce cube-là, tu vois, l'idée du cube avec son ornithoptère, genre, c'était à des années-lumière de ce que les gens pouvaient avoir comme idée à cette époque-là. Alors qu'aujourd'hui, en fait, le faire des cubes originaux, en fait, c'est devenu beaucoup plus normal. Il y a des exemples, donc les gens s'autorisent des trucs, et donc il y a ce cube sans ornithoptère. C'est très original, c'est très malin, c'est un super angle d'attaque. C'est pas le cube le plus rejouable, mais voilà, c'est un exercice de style qui est très chouette. Mais en fait, ça serait arrivé, en fait. Si je l'avais pas fait, ça serait arrivé à un moment. Ce serait peut-être arrivé plus tard, ça va peut-être arriver sous une autre forme, mais il y aurait des gens qui auraient fait plus ou moins ce concept. C'était logique d'un moment aller chercher la color pie pour travailler le cube. Mais effectivement, en fait, c'est le premier cube qui entre guillemets, se contente pas de faire des fluctuations de power level. Ça existait déjà, en fait. Il y avait déjà des vintage cubes, des legacy cubes. Il n'y avait pas vraiment autre chose, parce qu'à ce moment-là, ça n'avait pas forcément de sens de faire un modern cube qui soit pas un legacy cube. Juste, c'était vintage, legacy, popper. Il n'y a pas vraiment d'autres trucs, parce que c'était il y a longtemps. Mais c'était certainement un des premiers, au moins, qui était mis en avant de cubes qui avait un angle d'attaque différent sur l'identité que le power level. Et donc ça a peut-être accéléré le fait que des gens se disent « Ah tiens, on peut faire des cubes plus originaux » et ensuite inspirer à ce que ça se fasse. Mais en fait, si c'était pas arrivé là, ça serait arrivé plus tard, parce que le cube, il fait un format qui est tellement génial que en fait, son développement ne dépendait pas de Wizards of the Coast. Ils ont décidé de le mettre plus en avant parce que ça plaisait. Mais c'est comme pour le Commander, en fait. Ils ont suivi quelque chose que la communauté a conçu, a aimé, a développé. Et à un moment, Wizards a fait « Ok, si c'est comme ça que les gens veulent jouer, soit jouez de cette manière-là et on va vous aider, en fait. » Parce qu'on y a intérêt, parce qu'on est capable de faire ça bien. C'était un jalon qui allait arriver, qui était, je pense quelque part, un peu dans l'air du temps, que si c'était pas là, ça arrêtait pas longtemps après que des gens fassent des cubes originaux. C'était peut-être pas Twister la Color Pie qui aurait été le premier sujet, ça aurait peut-être été autre chose, mais ça aurait été fait en fait. En tout cas, indéniablement, c'est un cube qui, on peut le dire, a contribué à l'histoire et au développement du cube au global. Il y a un petit event qui va arriver plus tard dans l'année qui s'appelle Cube l'Assemblée. Ça va être notre premier événement de cube vraiment dédié au cube en France et on y sera tous les deux. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes de Poitiers qui vont y aller. Bon, toi, tu viens pas de Poitiers, mais en tout cas, on se retrouvera là-bas. Moi, je voulais savoir, donc, ils ont évidemment fait des appels à candidature pour que les gens proposent leur cube. Est-ce que toi, tu as proposé un de tes cubes Mais Lucas, j'ai proposé les deux.
En sachant très bien qu'il n'y aurait pas les deux, il n'y a pas de raison que j'ai 2 cubes qui soient représentés sur le truc, mais en mode, en fait, selon leurs besoins et leurs envies, l'un ou l'autre, le Twisted étant clairement beaucoup moins accessible, mais bien plus original. Sachant que c'est un event qui se veut assez accessible et parler un peu tous les jours, je dis je vais aussi proposer le classique, qui est un cube qui n'est pas très original, mais par contre que j'ai extrêmement travaillé, beaucoup joué, et je pense que mes choix de design sur mon classique cube, ils sont bien plus fins que sur le Twisted Cube, où je peux pas jouer autant, parce que dès que je joue avec des joueurs qui sont pas très habitués au cube, je leur sors pas le Twisted Cube en premier. C'est pas un cube pour apprendre à cuber. Mais du coup, j'ai proposé les deux. Sans doute qu'il y en aura un des deux sur les discussions que j'ai pu avoir. On verra, c'est pas encore sélectionné. C'est pas impossible qu'il y ait le Twisted. Sinon, de toute façon, je serai avec. Et hors event, il sera disponible le soir. Donc, de toute façon, il y sera, quoi. Si jamais vous avez envie de découvrir le Twisted Cube de Timothée, n'hésitez pas à nous rejoindre à Auxerre. Ce sera le week-end du 22 août de cette année. On sera trop content de vous y voir et de vous partager ce super cube. Et merci Timothée en tout cas d'avoir pris le temps de nous parler de ce cube qui est, mine de rien, non seulement c'est un jalon important pour toi, mais au global même, je trouve, dans ce qu'est le cube, et notamment le cube français, mais pas que, une belle marche. Voilà. Je sais pas quel impact ça a eu réellement, mais ça a son petit impact à minima. T'imagines que tu as peut-être fait de la pub pour un chouette event qui va motiver vachement des gens, et le temps que tu le mettes en ligne, il n'y aura plus de place, et t'imagines le crève-cœur que tu es en train de faire aux gens. C'est pas beau ce que tu fais, Lucas. Écoute, si jamais, quand cet épisode sort, Cube l'Assemblée est complet, eh bien je serai le premier heureux de savoir que cet événement rassemble autant de gens. Terminons cet épisode avec notre section Sous les radars, où l'on parle de cartes jouées dans moins de 1% des cubes sur Cube Cobra. Timothée, de quelle carte souhaites-tu nous parler aujourd'hui ? Je vais vous parler de The Abyss. The Abyss, déjà, je vais expliquer ce que fait la carte, parce que je pense que tout le monde ne la connaît pas. Il y a peut-être des gens qui sont jeunes parmi vous, et que c'est quand même une très vieille carte qui est pas très jouée. Donc, carte de Legend, si je ne m'abuse. Wow, alors ça, j'en sais rien. Par contre, tu vois, moi, je suis vieux, mais pas au point d'avoir suivi quand la carte elle est arrivée, quoi. Donc, je jouais pas à Magic à l'époque. The Abyss, c'est un enchantement noir avec 4 mana, dont un noir, qui va à chaque entretien, et c'est un vieux wording, hein, elle va cibler la créature non artefact du choix de la personne dont c'est l'entretien, et elle va détruire cette créature. Aujourd'hui, ce serait une carte qui dirait sacrifier une créature. Chaque joueur sacrifie une créature au début de son entretien. Donc une créature non artefact. La spécificité, c'est que ça cible, c'est très important, et ça cible, mais c'est le propriétaire, c'est le joueur dont c'est le tour qui cible une de ses propres créatures. Donc ça cible pas la carte que vous voulez quand c'est une créature de l'adversaire qui va mourir. Au-delà de son wording assez tarabiscoté d'une époque où sacrifier ça n'existait pas, c'est une carte qui est clairement une carte build around me, parce que quand vous jouez cette carte dans votre deck, c'est une carte symétrique, donc il faut absolument casser la symétrie pour que la carte soit pas juste nulle. Généralement, dans le contexte du cube, contrairement à un contexte de construit où tu pourras en jouer 4 et avoir que des cartes qui sont complètement adaptées de ce qui a été fait dans des très vieux formats. Mais contrairement à du construit, sur du cube, faut réussir à faire le deck qui va briser une symétrie d'une carte qui est quand même très très symétrique. C'est beaucoup plus dur de briser la symétrie de The Abyss que de briser la symétrie de Balance. Il suffit de jouer un cachet, de ne pas jouer de créature, d'avoir un spell en suspension ou un Planeswalker. Il y a beaucoup plus de façons de briser la symétrie de Balance. Et parfois juste le tempo fait que tu n'as pas besoin de faire du card d'avantage sur Balance pour que ce soit très fort. The Abyss, c'est une carte un peu lente, très symétrique, qui a un plafond qui est très haut. Donc en fait, c'est une carte qui peut vraiment vous faire gagner la partie un peu toute seule. Mais pour ça, ça va demander des adaptations assez fortes. Généralement, c'est une carte qui se joue dans des decks bleu-noir, parce que c'est une carte de contrôle qui va vouloir faire durer la partie. The Abyss, c'est une carte qui est forte si la partie dure. C'est une carte qu'il va falloir
généralement accompagné de removal pour que très vite ça tue la bête qu'il est importante de tuer. C'est pas là pour tuer un elfe en fait. Si juste l'adversaire peut nourrir un peu The Abyss en jouant des petites cartes nulles sans que ça touche les siennes, vous allez payer 4 mana, attendre et tuer éventuellement vos propres bêtes. Il faut qu'au moment où The Abyss arrive, ça tue soit la meilleure bête tout de suite, soit il faut très vite que l'adversaire ait le board vide en fait, parce que vous n'allez pas pouvoir avoir des bloqueurs à côté en général. Et en fait, une des spécificités de cette carte est parce que vous pourriez vous dire, bah oui, le problème c'est que si l'adversaire il a plus qu'une seule créature, après voilà, The Abyss elle mourir. Non, en fait, contrairement à beaucoup de designs modernes, The Abyss, quand il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille, elle reste là, elle est bien. Tout à fait. Et effectivement, contrairement à pas mal de cartes qui ont des effets proches. Ce qui fait que The Abyss est beaucoup plus jouable que toutes les autres cartes qui s'en rapprochent d'une façon ou d'une autre. Donc The Abyss c'est une carte qui reste, donc c'est une carte qui fonctionne pour un plan de long terme. C'est pas juste une carte qui va faire du card advantage, c'est une carte qui va gagner la partie sur la durée. Donc il faut des removals pour qu'au moment où vous la jouez, l'adversaire, vous ne voulez pas qu'il ait trop de board. Ensuite, alors une des façons de casser The Abyss, de casser la symétrie, c'est de pas jouer de créature. C'est assez difficile en cube, mais c'est possible. La manière du coup de jouer ça, souvent ça va être de jouer des Planeswalkers ou de jouer des kills différents. Par exemple des kills qui vont tuer à la meule ou des trucs de ce genre-là. Ou alors des créatures qui sont sur tes terrains, des manlands, ça qui évidemment ça ne meurt pas à l'upkeep. Très bien avec les manlands qui ne sont pas des créatures au moment où The Abyss va taper. Ça marche aussi assez bien avec des créatures qui vont s'animer autrement parce qu'il y a un trigger, parce qu'il y a ceci, mais qui à l'upkeep ne sont pas des créatures. Et le paradoxe qui est assez amusant, c'est que en fait on pourrait dire la manière la plus simple c'est de jouer des créatures artefacts. Ça c'est le truc qu'on voit en fait quasiment jamais parce que les créatures artefacts souvent elles rentrent pas dans le deck qui veut jouer ça quoi. Alors c'est vrai, moi j'ai The Abyss dans mes 2 cubes, c'est une carte que j'aime beaucoup. Il y en a un peu moins maintenant, mais il y a une époque où il y avait une masse critique de créatures artefacts pas très fortes, mais qui pouvaient tout à fait entrer dans contrôle, qui fait que tu peux tout à fait te retrouver à avoir 5 créatures artefacts dans ton deck. Et du coup c'est assez raisonnable en fait. Parce que mine de rien, Wurmcoil Engine, Walking Ballista, Simulax Solennel, à l'époque il y avait un Soldier blanc artefact, le 3-1 First Strike, qui était pas mal joué. C'est Légionnaire de Porcelaine, et il y a toujours Sinistre Strix, même si on oublie que c'est une créature artefact. Sinistre Strix, plus récemment il y a le Spectre Flash de Doctor Who, qui est une bonne carte bleu-noir, qui est pas très jouée, mais qui est bien dans les cubes où il y a The Abyss. Donc c'est quand même une des options, c'est ça. Ça marche aussi très bien sur les bêtes indestructibles. Il n'y en a pas beaucoup, mais en fait, j'ai fait des decks The Abyss ou Soft Druid à une époque où en fait, je me débrouillais pour avoir 3 targets qui ne meurent pas dessus. Ou la Mog et ce genre de trucs quoi. Voilà, il y avait Ulamog, Titan Morceleur, et t'as 2 Ulamog en fait qui sont indestructibles. Donc ça marche aussi avec ça, et évidemment des Planeswalkers, fonctionnent très bien. Il y a aussi une petite option des producteurs de tokens réguliers. C'est pas la manière la plus efficace, parce que c'est assez sensible ça va prendre les removals adverses, ça va pas forcément être très bien. Mais en fait, Ophiomancer, ça nourrit tout à fait son Abyss, et ça te permet de continuer à jouer des cartes à côté, même si tu préfères avoir pas trop de cibles dans ton deck. Ça veut pas dire qu'il faut toujours jouer 0 carte qui meurt sur The Abyss dans son deck, parce que parfois, il vaut mieux jouer une très bonne carte et vous pourrez pas jouer les deux en même temps que de pas jouer certaines très bonnes cartes ou un Snapcaster. En fait, vous serez peut-être content de faire Snapcaster Counterspell et de perdre votre Snapcaster, c'est peut-être pas très grave. Donc, mais jouer des créatures artefacts, jouer des Planeswalkers et jouer des decks qui, en fait, plus la partie dure et plus ça va être impitoyable. Vous jouez The Abyss et puis quelques tours plus tard, vous jouez Ugin. Vraiment, la partie va être très dure à remonter parce que quand tu commences à faire Ugin sur un board vide, ça commence à l'adversaire qui se dit peut-être à un moment je vais réussir à faire 3 bêtes, comme ça je passe The Abyss et j'arrive à. Ouais, en fait, si tu continues à jouer, ça va être très dur de revenir il y a The Abyss et pas de board. Quand en face, ça fait pas rien et que c'est un peu proactif. Si on parlait un petit peu des défauts de la carte, pas les défauts dans le sens de elle est pas forte, mais plus nous dans le contexte du cube, c'est vrai que c'est le genre de carte qui va avoir ces patterns de cartes justement un peu de prison, de lock, qui vont en fait parfois générer des parties qui sont plus tellement gagnables par l'un des joueurs, mais où la partie n'est techniquement pas finie. Donc, c'est parfois des expériences de jeu qui peuvent être assez frustrantes. Il y a des personnes qui sont très allergiques à ça, d'autres au contraire qui ont une tolérance vachement plus grande. Typiquement, si votre playgroup il déteste jouer sous Orbe de l'hiver, ce genre de truc,
a priori, c'est pas une carte qui va avoir les faveurs du public. Mais quand le deck il est bien construit, en fait, comme tu dis, c'est une partie du plan de jeu. Donc, le but, c'est pas juste de faire Armageddon, je termine mon tour et maintenant on s'emmerde. Le but, c'est de jouer The Abyss parce que tu comptes gagner avec, quoi. Upiville Go. Oui, non, mais effectivement, il y a certaines de ces cartes symétriques qui peuvent faire maintenant il se passe plus rien et on verra qui gagne dans 10 tours en fonction de comment on pioche. Alors, c'est une carte qui est pas appréciée, notamment par des joueurs plus casus, parce que en fait, la bonne manière de gérer le fait qu'il y a un The Abyss et tu peux plus faire grand chose, c'est d'être rapide pour dire land go en fait, et de faire en sorte que les tours aillent vite quand tu peux rien faire, parce que d'un tour sur l'autre, tu peux toujours rien faire. C'est un peu compliqué quand en fait, il y a un tour où tu vas pouvoir faire quelque chose et il faut que tu choisisses le bon et que tu réévalues tes chances à chaque fois. Mais souvent, c'est pas le cas. Et il faut juste accepter bah oui, en fait, vous allez rien faire de sourcil, vous allez avoir plein de mana qui va pas servir plusieurs fois. Et en fait, il vous reste que 2-3% de chance de gagner cette partie. Parce que vous avez une carte qui la gère, parce que vous avez une créature artefact, parce que vous avez un truc pour tuer à distance. Et que vous en avez une ou deux dans le paquet qui reste dans la carte. Mais en fait, voilà, la bonne manière de pas trop souffrir, c'est de passer rapidement son tour quand il n'y a plus rien à faire contre The Abyss. Et même au-delà de ça, pour les cubes, pour les designers de cubes, il faut savoir que la carte elle a deux grandes qualités et un grand défaut au dehors de celui qu'on vient de dire. La première qualité, c'est que c'est un archétype en une carte. C'est vraiment ce genre de carte où vous pouvez rajouter The Abyss dans votre cube et quasiment quel que soit le cube sans faire d'autres changements et la carte est jouable et peut faire son archétype. Parce que ça s'intègre très naturellement dans ce qu'il y a dans un cube classique. Donc la qualité de ça prend qu'un slot et ça crée un archétype. Enfin, ces deux qualités, ça coûte pas cher et ça permet de la variété. Le défaut que ça a par contre, c'est que c'est une carte qui, comme c'est une carte qui demande d'avoir une grosse adaptation, c'est une carte, si elle n'est pas vue et prise dans le premier booster, elle ne sera pas jouable à la fin parce que on peut difficilement drafter au premier booster intégralement en considérant que peut-être on jouera The Abyss à la fin alors que c'est pas sûr. La carte en plus n'est pas tout à fait assez forte pour que ça vaille le coup de sacrifier la moitié de son draft à pas prendre de créature pour peut-être prendre The Abyss. La carte n'a pas un power level qui aujourd'hui est si démentiel que voilà. Et donc c'est une carte, si vous l'avez pas ouverte, et souvent il faut essayer de la faire wheeler quand même, c'est une carte qui n'intéresse pas grand monde en général. Si vous l'avez pas ouverte ou vue dans les 3 premiers pics et tenu compte que vous l'avez pick ou que vous la piquez à la wheel, si vous n'avez pas tenu compte dans les 3 premiers pics, très vite c'est trop tard et la carte est ignorée dans les boosters, parfois à tort, parce que parfois ça vaudrait le coup d'abandonner une carte ou deux pour jouer The Abyss. Mais de fait, c'est une carte qui peut être dans un cube pendant longtemps sans être jouée. Et là, il faut voir si le designer du cube il est à l'aise avec le fait d'avoir des cartes qui sont très rarement jouées. Parce que ça coûte qu'un slot et quand elle est jouée, ça fait un nouvel archétype. Moi, c'est un truc qui me dérange. Pas du tout, c'est pour ça que j'ai The Abyss, que j'avais Serment des Druides, que j'avais Jukula Hopes. J'ai sorti une pour question de power level et l'autre pour question de manque de soutien. Mais j'aime bien avoir des cartes qui sont rarement jouées, mais ça fait des decks différents. Il y a des gens qui vont moins apprécier le fait d'avoir ce type de cartes qui sont dans les fonds de booster. Et ça, c'est la sensibilité de chacun par rapport à ça. Mais il faut avoir conscience que c'est pas parce que vous rajoutez The Abyss dans votre cube et que c'est théoriquement une carte qui est fonctionnelle dans votre cube, vous allez peut-être faire une dizaine de cubes avant que la carte soit jouée réellement. Faut le savoir. Moi, une des choses que j'aime vraiment bien avec cette carte et dont au final on a assez peu parlé, c'est que en fait, c'est une carte noire qui, même si elle ne le fait pas d'un seul coup, fait un effet de Vrass d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est une carte qui va libérer le board pour le vider totalement. Et en fait, des Vrass noirs, il n'y en a pas énormément. Et si jamais vous avez envie de faire un cube qui soutient un archétype contrôle avec du noir, mais que vous n'avez pas forcément envie de soutenir un archétype contrôle avec du blanc, que vous avez envie justement de varier un petit peu et que vous avez envie plutôt de soutenir peut-être un côté plus d'Ymir Control, mais que vous voulez avoir de la redondance sur une carte comme Damnation sans pour autant rentrer des Vrass à 3 mana comme des Toxic Deluge qui, en fonction des vitesses d'environnement, ça peut être ultra oppressif. Mais effectivement, là, on est sur une carte qui va remplir ce rôle-là, mais qui est un peu plus lente. Et donc, ça peut venir être un outil intéressant pour vous en tant que designer si vous voulez avoir des outils de gestion de board qui sont plus lents. Vos joueurs auront le temps de jouer leur carte, mais par contre, l'effet, il est là. Clairement, c'est une très bonne carte de contrôle en noir, quoi. Il y a un point qu'on n'a pas du tout abordé, mais qui est une autre manière de jouer la carte.
En fait, ça marche aussi assez bien si vous avez dans des decks avec des Grave Color, des Bloodghast, des Bloodsuck Champion, et en fait, des petites cartes récursives à pas cher. C'est une façon de nourrir The Abyss et de gagner le miroir d'aggro en lui disant, ou même voir parfois, si c'est un contrôle qui tue avec des créatures, ton titan, en fait, je m'en cogne. Parce que moi, ça me coûte un mana noir par tour et j'attaque pas avec mon 2-1, mais ou mon landfall de Bloodghast. Et du coup, ça peut être un haut de curve de deck agressif qui va faire du board parce que tu as des Bitter Blossom et des trucs comme ça et qui va casser la symétrie autrement en acceptant que ça va tuer une bête par tour. Juste, tu t'en fous, tu la remets en jeu. Magnifique transition. On parle de cartes qui peuvent se jouer dans des decks agressifs comme un haut de curve un petit peu méchant. Moi, la carte dont je voulais vous parler, c'est aussi une carte de ton Twisted Cube. Je me suis dit que c'était une chouette occasion de mettre en lumière certaines cartes qui en font partie, surtout que des cartes qui sont jouées dans moins de 1% des cubes, il en a quelques-unes, on va pas se mentir. Moi, la carte dont je voudrais vous parler, c'est Disjonction. Alors là, vous dites, toi, t'es pas au courant que t'as cette carte dans ton cube. C'est pas Izzet Staticaster dont tu voulais nous parler. Toi, t'es peut-être pas au courant que t'as une carte qui s'appelle Disjonction dans ton cube. Cette carte est genre 0,25% des cubes sur Cube Cobra, soit seulement 915 cubes. Et son petit nom anglais de Disjonction, c'est Thunder. Et Thunder, ça pour le coup, ça résonne peut-être un petit peu plus dans la tête des joueurs de cubes de France et de Navarre. Ouais, alors, là, vous savez, pour la plupart d'entre vous, vous savez pas encore de quoi parle Lucas. Il faut vraiment savoir que c'est une carte de méchant, quoi. Vraiment, faut imaginer le méchant de James Bond qui se retourne avec son chat et avec un vrai rire sardonique hyper désagréable, quoi. C'est vraiment ce genre de carte, quoi. Thunder est un éphémère pour 5 mana, dont 2 bleus. Il a un effet au final relativement simple et en plus tellement symétrique que ça peut pas être une carte de méchant. C'est un peu comme The Abyss. Son effet, ouais, c'est ça, c'est un peu comme The Abyss. c'est simplement renvoyer tous les terrains dans les mains de leurs propriétaires. Alors moi, une carte pour perdre ses amis, quoi. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? C'est un éphémère. Vraiment, j'insiste, c'est un éphémère. En fait, moi, là où je trouvais intéressant de parler de la carte, c'est que je voulais mettre en lumière une autre carte qui est beaucoup plus jouée et beaucoup plus connue. Vous vous en doutez peut-être, c'est Armageddon. Armageddon, c'est un rituel pour 4 mana, dont un blanc, qui dit détruisez tous les terrains. Et il est joué dans 6,21% des cubes, soit 23 117 cubes sur Cube Cobra. Et en fait, les deux cartes, elles sont assez similaires. Alors évidemment, il y a deux choses qui les distinguent. Principalement la couleur et le fait qu'il y en a un qui coûte un petit peu plus cher, qui est un éphémère, donc la temporalité de la carte n'est pas exactement la même. Bon, la différence la plus importante, c'est la couleur. Armageddon, c'est une carte qui vient s'inscrire dans pas mal de cubes comme un finisher d'aggro, donc soit mono blanc, soit blanc rouge. C'est-à-dire, vous développez rapidement des menaces et ensuite, paf, vous faites Armageddon. L'adversaire, il n'a pas eu le temps de se développer, il allait jouer ses cartes, mais là maintenant, vous l'envoyez à l'âge de pierre, il a rien et vous avez 3 ou 4 créatures sur le board. En fait, il a perdu, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas reconstruire. Je crois vraiment que tu le renvoies au trias. Hein. Ça dépend de ce que tu as sur le board, mais bon. C'est avant l'invention du bifas, hein. Tu fais plus rien. Hein. Et le truc, c'est que Thunder, c'est une carte qui partage exactement cette caractéristique, c'est-à-dire vous allez reset la mana base des joueurs, c'est-à-dire qu'ils vont devoir à nouveau lander une fois par tour pour pouvoir recomposer leur mana. Et donc, au final, qu'est-ce qui va importer ? C'est ce que tu as sur le board à ce moment-là. Pour break parity, pour justement créer de la symétrie avec ton adversaire, en fait, tu veux lancer Thunder à un moment où tu as du board et l'adversaire, si possible, il en a pas. Et c'est pour ça que, pourquoi est-ce que je veux parler de Thunder aujourd'hui ? C'est parce que il y a des cubes justement où il y a des archétypes aggro ou un petit peu tempo, etc., qui justement jouent du bleu. Et je trouve que si vous avez envie dans votre cube d'avoir un effet qui, un peu comme Armageddon, c'est une sorte de spell où le timing n'est pas toujours évident pour le jouer, mais où ça vous permet, si vous avez réussi à le setup, de venir clore une game, notamment contre certains archétypes qui, parfois, vont avoir tendance à pioncer un petit peu, mais qui ont une forme d'inéluctabilité. En fait, ce genre de cartes viennent les punir très fort. Et donc, si vous avez besoin de ce genre d'outil, en fait, Thunder est à la fois hyper intéressante parce qu'elle remplit un rôle similaire, mais comme elle le fait dans une couleur différente, ça vous ouvre énormément de portes. Si vous avez un archétype, par exemple ninja, et que vous avez ce côté un peu de je joue des bêtes early, etc., je prends l'aggro, et
vous avez cette option-là dans votre cube, ben c'est une carte qui peut être jouée dans ce deck qui va jouer justement pas mal le board, pas mal les créatures. Et ensuite, comme ça, vous venez faire une game contre contrôle. Ça va venir punir des stratégies qui sont difficiles à punir autrement. Typiquement, si jamais il y a un archétype qui joue rampe, ben ça va venir le punir vachement plus fort que vous. Là où une carte comme Armageddon, parfois elle va juste dire la partie elle est terminée parce que j'ai peut-être ça se trouve même plus beaucoup de land dans mon deck. Là, le fait que ça revienne dans la main, ça fait que si vous avez réussi à prendre un petit peu le board, mais pas totalement, c'est un petit peu plus facile de reconstruire. Moi, j'aime bien justement cette modularité qu'a pas Armageddon, qui est un petit peu plus, on va dire, un peu plus binaire au final. Alors, Thunder, faut le dire, c'est pas une bonne carte. Parce que un finisseur qui est bien que si t'as le board en bleu, c'est particulièrement nul. Et du coup, c'est vraiment une carte de Twisted et de certains decks qui. Je pense qu'en finisher de deck bleu-rouge, c'est potentiellement fort, mais en fait, bleu-rouge, quand il a le board, il a même pas besoin de ça. Généralement, vaut mieux avoir un compte de plus, quoi. C'est pas tout à fait. Enfin, les bleus-rouges modernes, etc. C'est pas tout à fait vrai sur le Twisted Cube où justement, t'as pas de counterspell. Et donc, c'est une façon d'empêcher l'inévitabilité des autres. Donc, c'est un bon finisseur du Twisted. C'est pas non plus une carte extrêmement forte dans le Twisted parce que vraiment 5 mana pour mono bleu aggro, c'est le bout du monde. Mais par contre, c'est une carte qui fait très très bien ce taf là. C'est une carte c'est assez chouette comme design parce que c'est un effet puissant mais symétrique dans une couleur qui en a pas du tout envie. Donc quand tu arrives à le faire marcher, c'est très satisfaisant. Armageddon, c'est fait pour. C'est la couleur de Lion des Savanes au départ. Vraiment, bête tour 1, bête tour 2, bête tour 3, Armageddon, c'est fini. C'est un play pattern qui est efficace, mais t'as pas créé quelque chose de très original et de très malin quand t'as réussi à assembler ça. Quand tu gagnes une partie avec Thunder, t'as un peu plus l'impression d'être un... T'es pas un méchant bourrin, t'es un méchant machiavélique, quoi. T'as fait quelque chose. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Cet épisode du Maître Cube vous a été présenté par Lucas Forlacroix ainsi que par Timothée. Merci Timothée d'être venu discuter avec nous aujourd'hui. Merci Lucas de m'avoir invité. La musique est produite par Léa Ikash. Les visuels sont réalisés par Ophélie Pimbergris. Le jeu de cartes Magic l'Assemblée est produit par Wizards of the Coast. Continuez de jouer à Magic, continuez de cuber, et à bientôt pour un nouvel épisode du Maître Cube.